Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce troisième webinaire du cycle État des lieux des réseaux et des pratiques dans la prise en charge euh, des enfants victimes de traite. Donc, je suis Cathy Diouf, assistante en plaidoyer et programme chez ECPAT France. Et je suis donc très heureuse d'animer ce webinaire en, en, avec Thomas Collin, qui est coordinateur chez Espéranto. Donc, ce cycle de webinaires se produit dans le cadre du projet Kucha, qui est un projet d'accueil d'enfants victimes de traite en France. Et c'est en partenariat donc, avec ECPAT France, Espéranto et l'association Kucha. Donc, le webinaire d'aujourd'hui adresse la question des réseaux originaires et des victimes originaires d'Afrique du Nord. Donc, tout d'abord, nous intéresserons sur le fonctionnement et les particularités qui sont propres à ces réseaux. Ensuite, nous nous concentrerons sur des parcours particuliers d'enfants victimes, depuis le Maroc jusqu'à la Suède. Et enfin, nous prendrons pour exemple donc, le projet NAVE, qui prend en charge des enfants majoritairement d'Afrique du Nord, victimes de traite en Italie. Donc, notre premier intervenant est Olivier Pérou, que nous avons le plaisir d'accueillir une seconde fois dans ce cycle de webinaires. Olivier est sociologue, donc expert dans les questions de migration et de traite des êtres humains, notamment des enfants, sur lesquels il a publié plusieurs études. Olivier travaille comme expert pour différentes associations, organisations internationales et a notamment des collaborations avec l'Université de Harvard. Enfin, Olivier est également le fondateur de l'association Kucha, partenaire de ce projet, qui est une organisation qui a pour objectif d'accompagner et protéger les personnes victimes de traite. Aujourd'hui, effectivement, on va parler des réseaux d'Afrique du Nord. Du coup, avant de rentrer dans la situation plus spécifique des jeunes d'Algérie, puisque Maria va davantage développer les jeunes qui viennent du Maroc, je vais faire une brève introduction pour essayer de comprendre un petit peu qui sont ces réseaux. Alors, depuis quelques années, ce qu'il faut voir, c'est qu'on observe l'augmentation d'une nouvelle forme de criminalité qui consiste en fait à récupérer des jeunes, on va dire, qui ont un désir d'émigration avec un projet migratoire peu préparé et des réseaux diasporiques sur lesquels ils ne peuvent pas trop se baser, c'est-à-dire dans les pays de destination, des connaissances qui sont peu fiables. Et donc, ces jeunes se retrouvent en fait récupérés de plus en plus pour servir de petites mains à des organisations criminelles qui ne sont pas forcément dans une structure très pyramidale, très hiérarchisée, donc ils peuvent être constitués que de petits groupes qui se recopient un petit peu les uns les autres. Et donc, on assiste vraiment à cette forme de criminalité. On peut trouver quelques similitudes d'ailleurs avec des jeunes filles françaises en France, allemandes en Allemagne, etc., du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, qui elles aussi voilà, sont récupérées par des petites mains, alors pour l'exploitation sexuelle, enfin par ces petits réseaux pour servir effectivement de petites mains. Donc on a quelque chose qui est général, qui dépasse le cadre de la nationalité de ces jeunes, où souvent souvent malheureusement on y accorde trop d'importance, et deux, même le cadre des mineurs non accompagnés. Donc c'est ça dont il faut être conscient, c'est que cette forme de criminalité est plus rentable que par exemple se lancer dans du trafic de drogue ou autre, et surtout elle est moins risquée pénalement. Et donc c'est pour ça qu'on la voit monter en puissance dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, du Sud et du Nord depuis quelques années. Alors bien sûr, en fonction des origines, il y a des spécificités qui vont apparaître et c'est ça qu'on va observer et ça va être codifié différemment. Mais juste pour terminer cette brève introduction, il faut savoir que, encore une fois, c'est pas une problématique de nationalité. Si je prends l'exemple des mineurs marocains, les mineurs qui sont pris en charge au civil en Espagne, c'est-à-dire qui ne sont pas en conflit avec la loi en Espagne, on est à peu près sur 80% des mineurs qui ont la nationalité marocaine.
Donc, qu'ils soient marocains, algériens, etc., il n'y a pas de fatalité par rapport à une prise en charge qui ne fonctionnerait pas du fait de leur nationalité. C'est juste que dans ce désir d'émigration qui est important en ce moment dans ces pays, ils sont plus faciles à récupérer, à manipuler, puis à être utilisés. Si je m'intéresse au cas particulier des jeunes d'Algérie, alors c'est relativement spécifique à la France, mais on va trouver quand même des jeunes d'Algérie en Allemagne, un peu aux Pays-Bas et aussi en Belgique. Mais c'est vrai que ça reste sans doute des jeunes qui sont moins visibles dans d'autres pays, en tout cas moins visibles que les jeunes marocains. Donc, ce qu'il faut comprendre pour revenir sur cette histoire de désir d'émigration, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui pousse les jeunes à partir en général en Algérie? Alors, si on prend les entretiens des jeunes, ce qu'ils disent, puisque c'est là-dessus qu'on se base dans les recherches, c'est en fait, ils résument ça par le terme, c'est la rogra, qui veut dire, qui pourrait se traduire par le mépris. Et en fait, les jeunes expliquent qu'en fait, ils n'appartiennent pas aux bonnes familles, c'est-à-dire que c'est des familles qui n'ont pas assez de moyens ou surtout pas de relations. Et donc, comme ils n'ont pas de relations, du coup, ils ne vont pas accéder à la bonne formation, au bon emploi qui va leur permettre de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite se payer un logement en Algérie. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas se marier. Et donc, en fait, ces jeunes se retrouvent dans une situation où les perspectives professionnelles comme les perspectives personnelles semblent totalement bouchées. En tout cas, c'est leur sentiment. Et donc, ils se retrouvent condamnés, si vous voulez, à vivoter dans l'informel algérien. Et donc, du coup, le désir d'émigration est important parce qu'il y a ce sentiment d'être voilà, totalement donc, dans un état finalement de mort sociale en Algérie, étant donné qu'ils ont l'impression qu'ils ont accès à rien. Et ce qui joue en particulier avec l'Algérie, c'est vrai qu'en Algérie, il y a la plupart des personnes ont des membres de leur famille plus ou moins éloignés qui vont être en France. Il y a des, si on va en Algérie, souvent voilà, on va voir les chaînes françaises à la télévision, etc. Donc, toujours est-il que les jeunes souvent ont une image de la mondialisation à travers la France, où ils ont l'impression, s'ils restent au pays, qu'ils vont être spectateurs de cette mondialisation. Alors, les représentations qui mettent derrière la mondialisation, c'est un peu cet Eldorado que voilà, vous connaissez. Et finalement, il y a cette envie de pouvoir être à son tour acteur, participer pleinement à cette mondialisation. Et donc, ces jeunes cherchent à émigrer. Alors, et là, on a en fait un mouvement qui est très large, qui n'est pas lié à une catégorie sociale spécifique. Effectivement, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est la grande majorité de la jeunesse qui, en tout cas, réfléchit à comment quitter le pays. Et puis, avec la situation politique, et notamment le Irak, qui certes a repris, mais a été mis sous cloche pendant la période Covid, avec des répressions politiques, etc., ça n'a fait qu'amplifier ce désir d'émigration, avec une absence de perspective politique dans le pays. Donc, donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes qui vont réussir leur projet de migration, mais c'est des jeunes qui vont être invisibles, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez un oncle qui est installé en France depuis 10-15 ans, chez une sœur et autres, et donc ils vont être scolarisés ou alors travailler dans le commerce des uns et des autres. Et finalement, ceux qu'on rencontre, c'est ceux qui ont raté quelque part leur projet migratoire. Et là, si vous voulez, les itinéraires sont toujours un petit peu les mêmes. C'est que ces jeunes, ils ont essayé pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois maximum, d'habiter chez de la famille éloignée qu'ils avaient en France. Ça n'a pas fonctionné parce que les liens étaient trop ténus. Et donc, au bout de cette période, ils décident de rejoindre des compatriotes dans des villes où ils ont entendu parler de compatriotes. Alors, on verra, il y a des spécificités suivant les endroits d'où ils viennent en Algérie, mais c'est à ce moment-là que en fait, ces jeunes peuvent ou non être récupérés.
Donc, pour prendre un scénario très, très classique, un peu schématique, ces jeunes, en fait, quand ils retrouvent des compatriotes, ils vont travailler dans l'informel français qui ressemble quelque part un peu à l'informel algérien, puisque, en fait, ce sont des compatriotes qui leur expliquent comment faire pour gagner de l'argent. Et là, le plus classique, c'est que, en fait, ces jeunes vendent des cigarettes. Ce sont des cigarettes souvent qui vont acheter à crédit au début, donc ils achètent des cartouches et sur les paquets qu'ils vendent, ils se font souvent 1 € par paquet, donc ce n'est pas des sommes très importantes. Ou alors ils aident dans les marchés, enfin, il y a différentes stratégies autour de l'informel. De plus en plus, maintenant, on a aussi Uber Eats et Deliveroo, enfin, donc on voit que avec des faux comptes qui sont utilisés. Alors, certains vont vivoter finalement dans ce système sans jamais être récupérés par des réseaux. Et donc, ils sont visibles, mais ils ne sont pas forcément pris dans de la délinquance. Et puis, d'autres, en fait, et ce qui est assez pervers, c'est que souvent, c'est quand il y a des opérations de police qui vont donc interpeller ces jeunes, qui vont confisquer, par exemple, les cartouches de cigarettes qu'ils vendent. Ces cartouches n'étant pas payées cash au début, ils doivent du coup rembourser. Alors, je ne sais pas s'ils se font confisquer 3 cartouches et que c'est 20 € la cartouche qu'ils devaient payer. Bah, du coup, ils ont 60 € à en rembourser avec une somme de 10 € par cartouche. Donc, ça les oblige, pour réussir à rembourser leur dette, à vendre 6 cartouches. Donc, très rapidement, ils n'arrivent pas véritablement à s'en sortir. Et donc, c'est là où on va leur proposer d'autres formes d'activités pour pouvoir rembourser ces dettes. Et là, c'est là où on va rentrer dans des spécificités suivant les villes d'où ils viennent et suivant les villes d'où ils se trouvent. Et parmi ces activités, on est sur des activités délinquantes qui vont aller du cambriolage à la vente de stupéfiants ou de médicaments, du vol à la personne, etc. etc. Et donc, on a ce scénario-là qui est renforcé par une emprise qui est liée à des médicaments détournés, qui reste pour l'instant une spécificité des jeunes d'Afrique du Nord. C'est vrai qu'on ne voit pas d'autres populations pour l'instant qui consomment ces médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a une consommation qui a commencé la plupart du temps au pays, en tout cas, ce qu'on constate en France, c'est que la consommation est bien plus importante que ce qu'ils avaient connu au pays. Et souvent, ils sont dans un état qui est et de dépendance, mais surtout de niveau de consommation qui est très important. Et quand on discute avec ces jeunes, souvent, ils expliquent que notamment le Rivotril, donc c'est l'un des 2 médicaments qu'ils ont tendance à consommer avec le Lyrica, et ben le Rivotril, en fait, c'est un moyen pour se donner du courage pour aller voler. Et sans Rivotril, certains jeunes qui sont passés par toutes ces étapes-là et maintenant qui sont pris en charge ou qui travaillent, qui sont sortis de ça, expliquent qu'en fait, sans Rivotril, ils étaient incapables de voler. Donc, se pose quand même la question, en tout cas en France, et puis en discutant avec les collègues belges, c'est aussi le cas en Belgique, visiblement, de cet accès quasiment libre dans le marché noir à ces médicaments qui fait énormément de dégâts, qui facilite effectivement tous ces réseaux, qui facilite cette délinquance et qui explique la violence utilisée dans les agressions. Donc là je pense qu'il y a vraiment un travail, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un travail d'enquête pour lutter contre ces filières, parce que aussi bien pour la prise en charge éducative que sur je vous dis, la violence des agressions et sur cette petite criminalité commise par ces jeunes, ces médicaments ont un impact très important. Effectivement, je vois l'heure qui tourne, bien sûr, donc je vais juste alors vous donner quelques spécificités. C'est qu'en fait, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que quand on regarde les procédures pénales, ces procédures pénales touchent surtout des jeunes qui viennent de 3 régions d'Algérie et pas les autres, alors que d'autres jeunes sont présents, mais ils ne sont pas des mêmes régions d'Algérie. Et donc, ces 3 régions, c'est Annaba, Oran et Alger. Alors que, par exemple, je sais pas, si on va en maraude en rue, on voit des jeunes de Chlef, de Béjaïa, etc., d'autres villes algériennes qui vendent des cigarettes
mais qui ne semblent pas, ou en tout cas peu, tomber dans ces réseaux. Donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce même départ, ces mêmes raisons du départ, cette même tentative de du coup vivoter un petit peu dans l'informel. Mais il semblerait que du coup, on a quand même des organisations qui fonctionnent en recrutant des gens du même quartier ou de la même ville. Et donc là, il faut comprendre que ce recrutement est lié en fait à des organisations criminelles présentes du coup en France qui vont utiliser ces mineurs, et elles ont plus d'emprise sur des mineurs qui sont de la même ville ou du même quartier que c'est sur des mineurs qui certes ont la nationalité algérienne mais viendraient d'autres villes. En tout cas, c'est plus une déduction, si vous voulez, qu'une certitude, mais donc, je vais prendre par exemple, alors, je vais prendre rapidement 3 cas, parce que effectivement, je ne voudrais pas être trop long. Donc, si je prends par exemple le cas d'Annaba, alors sur les jeunes d'Annaba, on s'aperçoit que la grande majorité, en fait, viennent de 2 quartiers d'Annaba, dont notamment le centre-ville. Et si on se base sur le recensement, alors, ouais, c'est plutôt ça, c'est moi. En fait, on s'aperçoit que c'est des quartiers qui ont relativement peu d'habitants. Là, ceux qui viennent de Place d'Armes, c'est un peu le centre-ville dans les villes en Algérie. Alors, on est sur 12 000 habitants. Alors, peut-être qu'il y en a plus depuis, parce que les derniers recensements sont assez anciens. Mais grosso modo, c'est dire que les jeunes, la plupart du temps, se connaissent quand ils arrivent en France. Et ce qu'on observe, par exemple, sur ces jeunes d'Annaba, c'est que ils vont, alors, pour leur parcours migratoire, ces jeunes-là, donc en fait, Annaba, c'est juste à côté, c'est juste à la frontière avec la Tunisie. Et donc, ces jeunes arrivent par Italie. Donc, en général, à la différence, par exemple, des jeunes d'Afrique subsaharienne, là, la migration ne coûte pas grand-chose, puisque en fait, ils se cotisent pour acheter un bateau, une sorte de Zodiac, où ils passent par des pêcheurs locaux, mais ils se cotisent, ils vont en Sardaigne. Et de Sardaigne, en fait, ils sont renvoyés, si vous voulez, en Italie, sur le continent. Et du coup, ils vont aller dans des villes comme Naples, Rome. Mais depuis quelques années, en fait, on s'aperçoit qu'ils restent moins en Italie. Et donc, ils remontent, si vous voulez, donc en France assez rapidement. Et la première ville en France, la première étape, c'est Marseille, souvent. Donc, certains restent à Marseille, mais les échos qu'on en a par les jeunes, c'est que de plus en plus, ces jeunes sont utilisés pour faire les guetteurs par des réseaux donc, qui sont dans le trafic de stupéfiants, qui sont violents. Et donc, souvent, les jeunes ont peur de ces réseaux. Certains, effectivement, voilà, enfin, ils doivent souvent guetter pendant 12 heures par jour, dans des conditions très difficiles, et surtout s'ils ne font pas ce qu'on leur demande. Et ben, on a des cas effectivement de torture avec des brûlures au chalumeau, enfin, vraiment des choses qui vont très très loin. Et donc, beaucoup cherchent à éviter la case marseillaise, si on peut dire ça comme ça, et donc vont aller dans d'autres villes, Lyon, Paris, Nancy, etc. Finalement, en fonction des aptitudes et donc de tout le processus que j'ai décrit précédemment, ils vont se retrouver utilisés pour effectivement des cambriolages, du vol à la personne, la vente de médicaments et un petit peu de trafic de stupéfiants. Mais c'est vrai que dans les autres villes, à l'exception de Marseille, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Ce qu'on observe, c'est que les jeunes d'Annaba, maintenant, c'est eux qui contrôlent la goutte d'or. Donc, à chaque fois, on voit que quand même, chez ces réseaux, il y a une logique de territoire, de contrôle d'un territoire. Et au sein de ce territoire, on peut faire des activités. Si on sort de ce territoire, on ne peut pas faire des activités, sauf bien sûr les activités de cambriolage qui, là, peuvent se réaliser un petit peu n'importe où. Enfin, on voit qu'il y a une mobilité en France, et même un peu à l'étranger, mais la base, ça c'est une grosse différence avec les jeunes Marocains, reste quand même la France. C'est-à-dire qu'ils se projettent en France, ils sont dans l'informel en France,
et ils peuvent faire des allers-retours avec des pays voisins. Donc, si j'enchaîne assez, du coup, je vais enchaîner juste avec Oran. Bon, c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Oran, la situation semble plus inquiétante. Pourquoi? Parce que, en fait, Oran en Algérie, c'est une ville où effectivement il y a une augmentation de la délinquance importante ces dernières années. Enfin, si on interroge les services de justice des mineurs locaux, ils constatent effectivement une augmentation de la délinquance et c'est une ville où notamment le trafic de cannabis ou de cocaïne, mais souvent à un très haut niveau, c'est un peu la plaque tournante de ces trafics-là. Et ce qu'on observe, c'est que on voit que les jeunes qui viennent d'Oran, une partie d'entre eux, bien sûr, ce n'est pas la totalité, en fait, étaient déjà dans des réseaux de délinquance en Algérie sur du cambriolage ou du trafic de stupéfiants. Et dans certains cas, on voit que ces jeunes, en fait, partent pour échapper soit à une peine de prison, soit ont déjà connu la prison. Donc, on a l'impression qu'il y a une forme d'instrumentalisation, en fait, de la peine de prison en Algérie et que les réseaux les font partir rapidement en France. Et quand ils arrivent en France, ils sont directement pris en charge par un réseau oranais, mais qui agit en France. Donc, en fait, ils sont pris dans un prolongement. Et là, du coup, on est quelque chose qui ressemble davantage à des réseaux de traite plus classiques que ce qu'on peut voir pour des anabés en fait, qui vivotent et puis à un moment où non, ils vont se faire récupérer. Là, pour le coup, ça ressemble quand même à un réseau plus structuré, plus important, avec des activités qui vont jusque alors, trafic de stupéfiants en France, cambriolage aussi, mais ça peut aller aussi sur du trafic de cocaïne. Donc là, effectivement, on voit qu'on est quand même sur un réseau qui est relativement structuré et les jeunes, du coup, ont énormément de mal à en sortir. C'est-à-dire que un des indicateurs, notamment, c'est quand des jeunes sont pris en charge chez des marchands de sommeil. Donc, quand ils restent 6-7 mois au même endroit, souvent, c'est qu'ils sont déjà insérés dans ces réseaux-là et que chaque jour, ils doivent faire des sommes ou en tout cas, ils sont bien utilisés pour certaines activités et ils ne peuvent pas partir facilement. Et c'est là où, effectivement, des éloignements dans des endroits cachés semble nécessaire parce que sinon, la récupération est extrêmement rapide. Et enfin, sur les réseaux qu'on a pu voir d'Alger, alors pour les Oranais, hein, juste sur le passage, on a des filières qui partent directement d'Oran, bien sûr, mais sinon, c'est un petit peu la même route qui va être utilisée par les jeunes Marocains, c'est-à-dire avec un passage par l'Espagne, parfois les Baléares, enfin, il y a différentes techniques pour passer. Mais souvent, il y a une confusion volontaire entre les Oranais et les Marocains, chacun disant qu'il vient du Maroc alors qu'il vient d'Oran, etc. Et enfin, sur les jeunes d'Alger, alors ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, on a des jeunes qui sont assez présents, c'est-à-dire qui sont régulièrement arrêtés. En revanche, on s'aperçoit que ces jeunes, à la différence d'Oran et d'Annaba qui préviennent que de un ou deux quartiers de la ville, en fait, ces jeunes viennent de quartiers très différents d'Alger et parfois même en banlieue un peu plus reculée d'Alger. Et ils ont tendance à se concentrer sur le vol dans les transports en commun. Or, le vol dans les transports en commun, c'est sans doute ce qui est le plus accessible quand justement vous ne contrôlez pas un territoire où vous ne dépendez pas d'un réseau. Et donc, c'est vrai ce qu'on a pu observer pour les Algérois, qui d'ailleurs, la plupart du temps, sont plus âgés que les autres. En fait, c'est qu'on est davantage sur des jeunes qu'on pourrait considérer comme des indépendants. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de la traite nécessairement partout. Et c'est pour ça que c'est subtil et que voilà, il y a un vrai travail d'évaluation à faire dans chaque situation. Mais là, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes qui ont essayé de travailler au noir. Ils trouvaient que ce n'était pas assez rémunérateur dans les chantiers et autres. Et donc, certains se sont mis dans des vols dans les transports. Ils sont davantage arrêtés parce que sans doute, ils sont moins aguerris, on va dire, moins habiles. Et donc, eux, on est davantage sur des jeunes qui, quelque part, volent pour eux-mêmes.
Donc, l'intérêt d'essayer de rentrer, voilà, alors de façon rapide, mais dans ces spécificités, bien sûr, on pourrait approfondir, il y a encore d'autres spécificités, c'est de montrer que on a un phénomène qui est commun, mais en fonction de l'implantation de certains réseaux liés à des villes en France, du coup, des jeunes vont être récupérés ou non. Donc, en fait, on a quand même une cumulation de facteurs qui sont un désir, effectivement, d'émigration important d'une jeunesse quelle qu'elle soit, des difficultés pour certains de s'appuyer sur finalement un réseau de connaissances fiable pour réussir son projet migratoire, et ensuite des réseaux qui sont implantés dans différents secteurs, on va dire, de la petite criminalité, donc en France, et qui vont du coup récupérer certains jeunes ou non. Donc, on n'a rien de mécanique, on n'a rien de systématique, mais en revanche, on voit bien que il y a des logiques très très locales qu'il faut pouvoir approfondir pour être en capacité d'évaluer et en capacité du coup de proposer une protection qui est adéquate. Et c'est sans doute toute la difficulté de ce travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en même temps progresser dans la connaissance de ces fonctionnements tout en ayant des solutions qui, dans la plupart des pays, n'existent pas vraiment, notamment par rapport à la question de la dépendance et du soin, où là, du coup, tout le monde se retrouve en difficulté pour travailler sur cette question-là. Donc, voilà, c'est un petit peu sur ces spécificités et ce travail de dentelle, finalement, que je voulais insister. Et en fait, cette compréhension, voilà, sera nécessaire pour avoir la protection adaptée. Si on ne le fait pas, du coup, ça donne un sentiment de découragement. Je terminerai que, d'une certaine façon, sur la question des mineurs qui viennent donc d'Afrique du Nord, quelque part, moi, ça me fait penser un petit peu à la question des Roms il y a 10 ans, c'est-à-dire que quand on discutait avec des magistrats, des policiers, des éducateurs, on nous expliquait qu'en fait, bah oui, c'est culturel, donc on peut rien faire, ils sont pris là-dedans, mais ils ont toujours fait ça dans leur vie, etc. Et puis, petit à petit, en approfondissant, on s'est aperçu que bah non, ça ne touchait pas tout le monde. C'était que quelques-uns qui étaient pris dans des réseaux qui avaient un fonctionnement bien spécifique et qu'on était vraiment sur les questions de traite des êtres humains. Et ça a permis ensuite de pouvoir travailler et et de cibler, j'ai envie de dire, les bonnes personnes. J'ai l'impression qu'on est un peu au niveau zéro, enfin qu'on est un peu à ce niveau d'il y a 10 ans sur les jeunes Roms. Donc, ne perdons pas espoir. Mais c'est vrai que pour le moment, l'état de la connaissance reste assez limité, ce qui a tendance souvent à décourager l'ensemble des professionnels. Nous allons maintenant nous intéresser à l'expérience des enfants victimes avec Maria von Bredow. Donc Maria est politologue spécialisée dans les questions liées aux droits de l'enfant et plus particulièrement des enfants en situation de migration. Elle a notamment travaillé pour l'UNICEF en Espagne et elle est maintenant analyste au Centre suédois de prévention de l'extrémisme violent, spécialisé sur les questions d'enfance et de la jeunesse. Mon nom est Maria von Bredow et je travaille pour la prévention du crime dans un centre soins contre l'extrémisme violent. C'est dans un endroit, donc c'est deux différentes parties qui travaillent pour la prévention des crimes, en particulier pour les enfants et les adolescents. Et avant cela, je travaillais à une Swedish Equality Agency où toutes les questions de traite en Suède, il s'occupait de cela. Donc, je travaille généralement avec des enfants et sur la traite. Et comme Cathy l'a expliqué, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à l'UNICEF en Espagne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper des garçons marocains. Je les ai rencontrés il y a à peu près 20 ans de cela, lorsque j'étais en Espagne. J'ai commencé à étudier la situation et j'ai étudié cela également quelques années plus tard. Donc, Olivier
est très professionnel au niveau théorique et tout ce qu'il a expliqué sur la traite et sur les mécanismes, je vais essayer de complémenter, de rajouter des choses sur sa présentation en vous expliquant la route de ces garçons marocains et je vais essayer d'utiliser des histoires de jeunes et d'adolescents pour vous montrer à quel point ils sont mobiles. Beaucoup le savent parce que vous travaillez sur ces problèmes, mais c'est quelque chose qui est parfois absolument incroyable. Il y a une collègue à moi qui est ici, qui travaille également à Stockholm. Certains d'entre vous sont certainement allés en Suède et vous avez vu le nombre de garçons marocains que nous avons ici, surtout au cours des 2 dernières années, depuis 2012 surtout. Pendant il y a eu une année, je crois que c'était en 2016-2017, il y en avait, je crois, 1500 à peu près, 1500 garçons ici en Suède. C'est également mon aîné a 12 ans, il est dans la salle à manger en ce moment, et beaucoup de ces garçons ont quitté le Maroc lorsqu'ils avaient 9 ans, 10 ans. Et, et, et- et, je pense que mon aîné n'ira pas à Paris sans être aidé. Mais je voudrais que vous compreniez que c'était pas. Il y a des agences pour ces enfants. Il y a des façons de vivre ce rêve européen et d'aider leur famille. Donc, j'essaie de commencer en disant que vous devriez utiliser l'énergie des enfants et essayer de les aider à aller dans le bon chemin au lieu de les arrêter. Olivier a parlé des Algériens. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. D'où vous venez, c'est très différent selon la région dont vous venez, si vous venez de Fès, de Casablanca ou de Tanger, bien entendu. Donc, il y a des différences et également, ça dépend combien de temps vous passez en Espagne, en France, parce qu'on peut penser que lorsqu'ils viennent en Suède, ils ont déjà passé beaucoup de temps en Europe. Par exemple, l'un des garçons avec lequel j'ai eu un entretien, il y a environ 2 ans, il a quitté sa maison à 9 ans et je lui ai parlé lorsqu'il avait 16 ans. Il avait vécu dans les rues, il a vécu dans les rues de différentes villes d'Europe pendant plusieurs années, vendant de la drogue, prenant de la drogue, consommant de la drogue. Et il a été violé, il a été forcé à faire beaucoup de choses. Donc, une sorte de mafia, c'est ça qui l'entourait. Donc, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas vraiment purs lorsqu'ils arrivent en Suède. Ils sont généralement très fatigués pour beaucoup d'entre eux. Et c'est une vie très dure en Europe. Bien entendu, donc ça, c'est une photo de Tanger, si j'arrive à vous la montrer. Ces garçons, essaient de voir comment on peut passer sous un bus. Généralement, c'est des camions, mais ils s'entraînent pour savoir. Ces véhicules qu'ils utilisent également pour monter sur des ferries pour voyager. Et Sorry, excuse me, Maria. ils passent. Yes, Oui, I'm sorry to stop you. I think we can't see the picture you're showing. on ne voit pas la photo dont vous parlez, non. Yes, he will. Et maintenant, Yes, oui. yes. Alors, vous voyez, ils essaient de passer sous le bus. Il y a différentes façons de voyager. Les Hogra dont vous avez parlé, euh, et, et, et ils risquent beaucoup, il y a des situations très dangereuses. Et la chose qui est intéressante, c'est que ça a été fait
par des garçons, ça fait 25 ans. Et ce que vous voyez ici, et ils continuent à faire cela. Bien sûr, la sécurité est plus élevée aujourd'hui, est plus importante, mais ils utilisent toujours ce genre ils travaillent toujours de la même façon. Et la plupart du temps, ce sont seulement des garçons. Vous voyez cette diapo, la diapo suivante? Est-ce que vous la voyez? Yes. C'est petit, mais euh, vous voyez que à droite, c'est très près de l'Espagne et le Maroc sont très près. Si vous êtes là-bas, vous voyez l'autre côté. Donc, je vais essayer d'illustrer et parler de l'Europe. Ce rêve européen dont Olivier a parlé, dans leur pays, ils n'ont pas de possibilité d'étudier ou bien de faire d'études. Et lorsque vous voyez ce que les gens vous envoient par les médias, vous voyez des gens qui ont l'air très heureux, qui viennent en vacances, et vous pensez que tout est facile et tout est rose. Et bien entendu, dans les pays nordiques, on compare ça au rêve américain, bien entendu. Il y a 150 ans de cela, 100 ans de cela, où il y a 1 million de Suédois qui rêvaient. Ils pensaient qu'en Amérique, tout était parfait. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'était vraiment très difficile et c'était beaucoup de travail. Et c'est la même chose qui se passe ici. Des jeunes, des garçons très jeunes qui font la même chose. Vous voyez ici que l'Espagne euh, euh, beaucoup de garçons vont de la partie espagnole qui est près du Maroc et ils sont pris en charge par le système espagnol, mais on était là-bas il y a un an et demi environ. Il y avait 90 enfants qui étaient là et au lieu de 90, c'est un centre qui est prévu pour 90 personnes, il y en avait plus de 400, donc c'est saturé. Ils ne se battent, c'est pas un endroit pour, il ne devrait pas y avoir tant d'enfants au même moment dans ces centres. Et ces enfants ne veulent pas rester là, ils veulent aller plus loin, ils veulent aller en Europe. Donc, dans les rues, c'est des garçons qui vivent dans les rues, ils ont quitté le centre, qui s'occupent des enfants, parce qu'il y a trop d'enfants et personne ne s'occupe d'eux, donc ils vivent dans la rue. Et il y a une organisation qui est financée par l'université de Malaga, qui essaie de travailler avec ces enfants et qui essaie de les faire rentrer dans leur famille au lieu de subir des dangers pour travailler, pour voyager vers la Suède. C'est également comme ça qu'ils voyagent. En Suède, euh, euh, et dans d'autres pays européens, il est dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus difficile de comprendre ce genre de choses, peut-être plus difficile que dans notre pays d'Europe parce qu'on est un petit peu loin du reste de l'Europe. Donc, cette photo peut être normale pour vous, mais lorsque je la montre à des Suédois qui travaillent dans les administrations ou dans la protection des enfants, ils n'arrivent pas à croire que c'est la vérité. Donc, il faut comprendre que l'Europe est grande et que la Suède est très loin du Maroc et c'est un très long voyage. Je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais essayer de l'élargir. Voilà, la carte, c'est un petit peu plus grand, donc vous voyez un petit peu mieux. C'est pas facile d'avoir toute la carte en même temps. Vous voyez ici en bas, c'est le Maroc. Donc, j'ai utilisé 4 entretiens pour ces 4 garçons qui m'ont aidé à faire cette carte. Ils viennent de différentes parties du Maroc et ces entretiens ont été faits en 2017-2018 et depuis, j'en ai fait plusieurs entretiens de ce genre et vous voyez que ces enfants ont voyagé dans toute l'Europe. Si vous suivez les flèches jaunes, vous voyez que de Tanger, ce garçon est traversé l'Espagne, Cordoba, Madrid, San Sébastien. Ensuite,
était passé en France, Paris. Ensuite, il est allé en Allemagne et ça a duré plusieurs années. Il a passé 1 an ou 2 à Paris et d'Allemagne. Ensuite, il est allé au Danemark. Il y est resté un certain temps et ensuite en Suède, plusieurs endroits en Suède. Et ensuite, il est revenu à Bruxelles, à nouveau, donc il est revenu. Donc, ils vont de haut en bas, du nord au sud. Ils ne restent pas au même endroit. Et ce garçon, par exemple, il expliquait comme il a parlé de la mafia avec lesquelles il travaillait, comment ces mafias opèrent. Et il a expliqué quelle était la situation à Barbès, à la Porte de la Chapelle, à Paris, par exemple. Euh, il a expliqué à la police suédoise comment ça marchait, comment les garçons travaillaient comme guetteurs, ensuite revendaient les drogues, les armes, l'argent, essayaient de vendre des médicaments aux touristes, de la drogue aux touristes. Et lorsque vous êtes en Suède pendant plusieurs années, il a été forcé de revenir à Bruxelles. Euh, euh, il a été frappé à Bruxelles et on l'a obligé à travailler dans les rues avant de pouvoir revenir en Suède. Donc, lorsqu'ils font ces voyages, il n'y a pas un début et une fin. C'est un flux constant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ils ont un très gros problème. Vous avez travaillé avec eux, donc vous savez quel est le problème à cause de cette enfance très précaire. Ils ont été traumatisés et, ils ne veulent pas rester au même endroit. C'est une façon, cette mobilité, c'est essayer de trouver ce qu'ils cherchent. C'est très difficile à trouver et c'est utilisé par ces mafias. Les mafias tirent avantage de cela. Ils les utilisent de cette façon. Donc, c'est l'un des garçons, mais si vous regardez les autres, Paris, Paris et Bruxelles figurent Paris de 2015, 16, 17, 18. C'était vraiment une plateforme pour ces garçons. Ils passaient tous par Paris. Et ensuite, ils venaient tous à Stockholm. C'est également vrai pour tous. Donc, on continue. C'est un parc à Madrid. C'est tout près d'un autre centre de protection des enfants et je pense que beaucoup des enfants que vous voyez à Paris ou bien en Belgique, à Copenhague, en Suède, à un point ou à un moment ou à un autre, ils sont passés par ce centre-là. C'est juste pour que vous le sachiez. Ça, c'est la chapelle quand j'y suis allé. C'est une situation très typique lorsque j'observe, on était plusieurs, et si vous voyez cela, ce cercle rouge, je suis resté à peu près pendant 2 heures. Et cet homme qui est entouré par le cercle rouge, c'était lui qui était le dealer et tous ces garçons autour de lui et beaucoup d'autres. Il y en a eu 20 ou 25 qui sont venus le voir pendant les 2 heures où je suis resté. Et c'est à ça que ça ressemble. Et je ne sais pas quelle est la situation à Paris, mais vous le savez. Mais c'est tout à fait semblable à ce qui se passe dans d'autres parties de l'Europe. Donc, je voulais vous montrer que ce modus operandi est le même dans différents endroits. Et si vous parlez à ces garçons, ils vous raconteront s'ils sont bien entendu pris dans ces centres de protection. C'est à gauche, vous voyez, c'est dans Facebook, c'est des photos de Facebook, ce que vous voyez, et c'est ce qu'ils montrent sur Facebook. Et
les médias, c'est un problème dont on parle beaucoup, bien entendu, parce que ça a un effet. Euh, et dans mes entretiens, pourquoi est-ce que vous allez répondre à cette chose? C'est la situation à la maison, la plupart du temps impossible, insupportable. La violence à la maison, violence domestique, toujours cette violence domestique figure. Et nous avons également pas d'école. euh, et ensuite, le rêve européen. Le rêve européen est illustré par les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et ça peut ressembler à ça. C'est des photos que vous trouveriez sur ces réseaux pour illustrer la vie en Europe. Euh, les le garçon, c'est un adulte maintenant. Il avait 9 ans lorsqu'il est parti. Lorsqu'il est parti en Europe, moi, c'est difficile pour lui, mais on va essayer de l'aider, qui a été publié en 2018, et une partie de l'étude était consacrée aux enfants qui venaient d'Afrique du Nord. Donc, donc, la situation en Suède et au Danemark également, mais en Suède, c'est un petit peu différent parce que à cause de cet asile, il est très difficile, il est pratiquement impossible pour ces garçons d'avoir le statut de réfugié. Euh, euh, Lorsqu'ils viennent, donc ils sont et donc, c'est une situation qui est très difficile dans les autres pays d'Europe, en Espagne, en France. Je ne sais pas la Belgique, je ne connais pas la Belgique, mais en France ou en Espagne, on utilise les services de protection pour les enfants pour l'asile. On pourrait faire ça dans les pays nordiques, mais généralement, nous n'acceptons pas d'autres émigrants que ceux qui sont officiellement, qui demandent l'asile officiel. Donc, ils ne sont pas conformes aux lois pour recevoir l'asile. Donc, ils restent pendant 1 an, 2 ans en Suède. Parfois, ils sont pris en charge pendant ces 1 ou 2 ans, mais ensuite, ils sont forcés de repartir, en particulier lorsqu'ils deviennent majeurs, lorsqu'ils ont 18 ans. Et ils ont différentes identités souvent. Leur âge, ce n'est pas leur véritable âge. Euh, et c'est un très gros problème. C'est un très gros problème pour nous parce qu'ils sont très stigmatisés et les gens ici les appellent des criminels. Criminels, ce ne sont jamais des victimes. Les gens ne comprennent pas que ce sont des victimes. Je pense que c'est la même chose en France et en Espagne. C'est très difficile de les comprendre. Vous pouvez vous faire du vol à la tire. Il y en a qui le font, ils vendent de la drogue. C'est vrai, ils le font, ils vous le disent, ils vous le raconteront, ils ne le cacheront pas. Mais ils sont des victimes en même temps. Et c'est avec ça que j'aimerais conclure parce que c'est un gros problème. On pourra en reparler dans la discussion. Nous avons des difficultés de faire comprendre aux gens que les garçons peuvent être des victimes, ça peut être des perpétrateurs, ils font des crimes, on peut être les deux en même temps. Ils peuvent faire du trafic, ils peuvent faire du pickpocket et donc c'est quelque chose que j'aimerais que vous y réfléchissiez.
est-ce qu'on voit ces garçons comme des victimes? Parce que c'est un gros problème ici. C'est quelque chose de général de les voir comme des victimes. Donc, je vais terminer ici et j'espère que nous pourrons avoir une discussion intéressante. Pour finir, nous allons accueillir Barbara Maculan et Elisa Bedin. Donc Barbara est la présidente de l'association Equality Cooperativa Sociale en Italie, qui lutte contre la traite et les formes d'exploitation grâce à plusieurs initiatives, notamment une ligne de soutien téléphonique, un service d'identification des victimes, mais aussi un centre d'accueil mixte pour les mineurs non accompagnés et les enfants victimes de traite. Elisa, quant à elle, est psychologue. Elle coordonne notamment pour la municipalité de Venise le projet NAVE. Désolée pour la prononciation, ce n'est pas la bonne. Et donc, c'est un projet qui fait partie des 21 projets italiens de soutien aux victimes de traite d'êtres humains en coopération avec l'association de Barbara. Donc, elles vont toutes deux nous présenter ce projet. Tout d'abord, je voudrais introduire, présenter un petit peu mon projet que Cathy a déjà en fait mentionné, évoqué. Il s'agit d'un projet qui est coordonné par moi et par Elisa. Il s'agit de l'un de 21 projets contre la traite donc en Italie. Chaque région a ses projets pour la lutte contre la traite et contre le trafic. Donc c'est un projet qui s'appelle Nave. Nave, c'est-à-dire c'est un bateau, en fait. En italien, c'est un bateau, un petit bateau. Alors, avant de parler et d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, concernant les victimes et les mineurs qui font l'objet d'exploitation et d'activités criminelles forcées, je voudrais tout d'abord parler un petit peu du projet Nave. OK. Donc, il s'agit de l'un des projets en fait de notre pays. Et donc, il s'agit d'un projet qui vient d'une expérience précédente, un projet qui a été en fait démarré à la fin des années 90. Il y a une grande synergie entre les services publics et les autorités publiques et les ONG, les organisations non gouvernementales. C'est un projet qui est coordonné par la municipalité, par la ville de Venise, qui est la capitale, le chef de lieu en fait de la région de la Vénétie. Et c'est un projet qui implique, je voudrais en fait me déplacer. Voilà. Il s'agit au total de 100 acteurs, 100 parties prenantes. Vous voyez ici toutes les provinces qui sont impliquées, en fait, qui participent dans la région de la Vénétie. C'est un projet qui concerne les services, donc les collectivités locales, les ONG, la préfecture, mais aussi donc toutes les collectivités de notre territoire. Les résultats concernent en fait toutes les parties prenantes et il s'agit de tout ce qui peuvent avoir affaire au phénomène de la traite des êtres humains et des mineurs en particulier. Et cela représente l'atout de notre réseau. Le point fort, pour vous montrer en fait quelques données concernant la traite et la traite en Italie. Au niveau national, nous avons entre 25 000 et 30 000 personnes dans la rue. Okay? Donc, il y a qui sont des victimes potentielles et nous avons 40 000 à peu près cas
Mais chaque année, dans ces foyers, donc ceux qui suivent ce programme de protection sociale, nous avons 1400 personnes à peu près qui sont identifiées comme sujets, en fait, victimes de la traite en général. Entre 2017 et 2018, 85% étaient des femmes. L'âge moyen était de 23 ans. 7% étaient des mineurs. Dans les dernières années, tout a changé parce que nous avons assisté à une montée en flèche, à une augmentation des hommes, donc des jeunes. Nous avons une différence entre les sexes, mais nous avons de plus en plus de cas qui viennent d'exploitation des pays voisins et des voisins en général. Le problème, c'est que quelques types d'exploitation ne sont pas détectés chez les mineurs qui sont victimes en fait de la traite. Et même si dans notre pays, chaque année, nous avons à peu près 7000 mineurs non accompagnés qui arrivent dans notre pays à travers la mer, par voie de mer, par exemple, à travers la Méditerranée, là, donc la route méditerranéenne. Et la deuxième cible de mineurs non accompagnés vient de la Tunisie et de Tunis en particulier. Donc, dans notre présentation, nous allons nous pencher sur ce phénomène. Mais nous allons nous attarder également sur les actions et les actions, donc les expériments que nous avons faits jusqu'à présent et sur les activités criminelles. Je voudrais en fait vous parler un petit peu du système d'envoi au niveau régional. Ici, vous avez le numéro, en fait, qui est un numéro vert que nous avons créé. Et c'est un numéro que nous avons créé en 2000, donc 24 heures sur 24. Et c'est une helpline qui est cruciale et qui est fondamentale. Et il s'agit donc d'un cas de trafic, de traite d'êtres humains. Donc, il peut y avoir différents acteurs. Par exemple, nous avons des agences très, très différentes. Par exemple, nous avons des unités pour la prostitution et nous avons des communautés locales. Nous avons plusieurs citoyens très, très différents. Nous avons des agences, des organismes d'application de la loi, des autorités policières. Nous avons des organisations à but non lucratif, des communautés locales, des citoyens privés, des particuliers, des services sociaux et des services de soins. Elisa, ma collègue de la municipalité de Venise est responsable et chargée de la coordination de ce projet. Alors, avant de passer la parole à Elisa, je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots à propos d'un autre projet. Dans notre région, chaque année, nous atteignons 1000 personnes grâce à ces unités mobiles qui sont impliqués dans la prostitution, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, nous avons des syndicats qui travaillent avec nous. Nous avons des mendiants, nous avons donc et nous avons 400 cas qui sont évalués.
87% de ces cas sont des femmes qui viennent et qui font l'objet d'exploitation sexuelle, abus sexuels, mais nous avons également un phénomène d'exploitation d'autres types, mais aussi des activités criminelles forcées. Mais c'est Elisa qui va vous parler de ça. Et dans nos foyers, dans la région de Venise, nous avons entre 147 et 150 personnes en moyenne qui font l'objet de ce programme dans le but de le soutenir et pour l'inclusion et l'intégration au niveau social, donc pour leur garantir en fait l'autonomie. Alors, nous savons tous, et je pense que ce webinaire est un webinaire donc très européen. Nous savons il y a une directive de 2011 sur la prévention de ces crimes et de ces activités criminelles au niveau européen qui est entrée en vigueur. Donc, la traite couvre également l'exploitation pour des raisons d'exploitation sexuelle, donc, mais aussi d'autres phénomènes, des activités criminelles, par exemple, et la mendicité. Et cela représente une peculiarité de l'exploitation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu par rapport aux formes que nous avons déjà évoquées. C'est quelque chose qui n'est pas bien détecté. Voilà pourquoi, dans un autre projet, nous avons décidé de faire quelques actions et quelques expériments là-dessus. Parce que, en fait, au niveau de la directive, nous avons également des mécanismes de sauvegarde de ces enfants qui font l'objet du trafic, de la traite, et les États membres doivent prendre les bonnes mesures pour pouvoir fournir des solutions durables par rapport à ces enfants victimes de la traite, comme on l'a déjà dit dans les interventions précédentes. Donc, les enfants sont toujours ou presque toujours traités comme de délinquants en général, des délinquants, de contrevenants quand ils commettent des crimes, par exemple, et même si les activités criminelles sont forcées. Je voudrais m'arrêter là et je voudrais passer la parole à ma collègue Elisa. Thank you, Barbara. Thank you very much. Merci Barbara, merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi à Olivier et à Maria pour leurs interventions qui ont été très intéressantes. Leur présentation était très riche en pistes de réflexion pour nous. Et donc, permettez-moi tout d'abord de dire que quand Maria parlait, je parlais à l'âge, je pensais, pardon, à l'âge de ces jeunes, par exemple, et comment ils sont beaucoup plus européens que nous, en fait. Ils sont beaucoup plus européens que nous. Si vous pensez à cela. Maria, ça a été très intéressant ta présentation, en fait, parce que nous faisons le même travail et nous essayons de faire le même travail difficile avec les jeunes ici en Italie pour utiliser des cartes et pour essayer de reconnecter tous les endroits où l'on peut trouver, en fait, où on pouvait trouver ces enfants dans le passé. Comme l'a dit déjà, comme Barbara déjà l'a dit, l'Italie est un pays assez long. On a beaucoup de mineurs qui arrivent en Sicile et après, ils veulent en fait se déplacer, ils veulent monter vers d'autres pays, mais avant les autres pays, donc ils sont dans d'autres régions en Italie. Donc parfois, nous faisons à l'intérieur de notre pays, de l'Italie, en fait, le même travail avec ces cartes pour pouvoir voir où ils se trouvent et pour voir donc où ils ont été avant de quitter notre pays. Alors, ceci dit,
il pourrait être très intéressant et cela pourrait renforcer aussi notre réseau à travers l'Europe. Permettez-moi maintenant d'entrer dans les détails, dans les vifs. Je vais partager avec vous notre expérience qui est particulière. Donc, il s'agit d'une action expérimentale, inside out, ça s'appelle, c'est le nom. Donc, ça fait partie, ça s'inscrit dans le cadre du projet NAVE. C'est le cadre général. Il s'agit donc dans le système anti-traite en Italie fait partie d'une loi sur l'immigration, en matière d'immigration en Italie. Donc, il s'agit d'un cas d'espèce particulière et il y a un outil pour trouver, pour avoir son permis de résidence. Donc, on a beaucoup de mineurs qui sont impliqués dans ces activités criminelles forcées et cela a vu le jour en 2013, plus ou moins. Et l'occasion a été le projet TEMVI. Et je remercie Olivier parce que nous nous sommes déjà rencontrés dans le cadre de ce projet. Nous avons déjà eu l'occasion de parler des groupes vulnérables ces années-là, dans 2014-2015. C'est un projet dont le titre est Mineurs exploités et faisant l'objet de la traite entre vulnérabilité et illégalité. Et alors, à part ce projet, mis à part ce projet, nous avons cette action expérimentale qui sont fondamentales. Et quel est le but? Le but, c'était la transposition, en fait, de quoi? La transposition de cette approche multi-agence entre les services de lutte contre la traite au niveau social et les organismes d'application de la loi ainsi que les autorités policières qui sont impliquées dans la protection de ces victimes. Donc, il s'agit d'une phase d'un expériment qui s'adresse aux victimes de mineurs, aux criminels, aux délinquants, les mineurs qui sont pris en fait lorsqu'ils commettent des crimes, des délits par exemple. Contact with police. Et cela est fondamental. Donc, on travaille beaucoup avec les forces de police, comme nous le savons. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des services qui sont actifs 24 heures sur 24. Nous avons des officiers de police qui sont très actifs sur notre ligne. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons donc des unités de crise, des unités d'appréciation et d'évaluation. Nous avons des travailleurs sociaux et des médiateurs, même linguistiques, qui travaillent avec nous qui travaillent auprès des stations de police et qui font partie de ce système, donc qui veulent fournir de l'assistance. Nous présentons donc les possibilités d'avoir une protection, d'être abrité dans des foyers, etc. Donc, c'est un projet qui a vu le jour grâce à ce projet TEMVI. Les conditions de base sont les mêmes et donc les auteurs du crime sont les mêmes. Donc, nous avons essayé de démarrer ce projet avec un groupe qui est plutôt grand de mineurs. Il s'agit donc de pickpocketing, de voleurs à la tire à Venise. Et nous avons offert cette possibilité. Donc, la police a travaillé avec nous et nous nous sommes rendus là-bas, mais nous leur avons donné
de soutien, en fait du soutien, de l'appui. Nous les avons amenés dans des foyers. D'après la loi italienne, les mineurs doivent être protégés, ont droit à la protection. Et Barbara, si tu veux changer de diapo, en fait, je peux passer au thème suivant. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Alors, ils ne voulaient pas rester dans les foyers, on le comprend très bien, ça va de soi en fait. Mais alors, il faut comprendre comment pouvoir intervenir de ce point de vue et nous avons essayé et commencé à penser à la bonne manière de créer des relations de confiance avec les jeunes, avec les filles à ce moment-là, mais ça a été presque impossible. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pensé commencer cette phase d'essai, cette phase expérimentale, et nous avons été très, très positivement impressionnés par ce projet. Et le moment où le jeune ou la fille entrait en contact avec la police est un moment de crise. Pour ces jeunes, pour ces filles, par contre, ce moment n'était pas un moment de crise, c'est pas normalement un moment de crise. Donc, c'est différent. C'est un moment normal, une situation normale, OK, par rapport aux autres. Voilà, cette situation est une situation normale, on va dire. Donc, c'est une situation où on a l'écoute, donc où on s'écoute, par exemple, et nous pensons que cela peut se passer. Il y a des solutions qui sont offertes à ce moment-là. Leur solution, c'est de s'en aller pour les autres. Et dès que possible, dans un foyer ou dans un centre de protection. Parce qu'ils ne sont pas seuls, en fait, mais il y en a des réseaux criminels, par exemple, on a des personnes qui exploitent ou alors leur famille. Donc, en ce moment, nous avons décidé de changer les acteurs des agences, de cette approche multi-agence. Nous avons changé les parties prenantes et ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes en train d'avancer et nous sommes en train de connecter toutes ces actions et nous sommes en train de travailler avec deux groupes fondamentaux, donc avec des groupes de travailleurs sociaux dans le cadre du système de justice juvénile, avec les services sociaux juvéniles de jeunes et même les centres de détention des jeunes. Les centres de détention, donc ce quartier pénitentiaire, on va dire, cette maison de détention pour les jeunes. Donc, des foyers de mineurs avec des services sociaux, par exemple, pour les mineurs. Et l'autre aspect très important est représenté par le centre de détention juvénile. Nous avons un centre de détention juvénile dans notre région qui est à Treviso, en fait, Treviso, une ville dans la région de la Vénétie. Et ce centre est du ressort de 3 différentes régions en Italie. Et à travers l'Italie, nous avons 7 centres de détention juvénile. Donc, nous entrons en contact avec eux et ils travaillent donc à
avec nous. Il s'agit tout simplement de mineurs qui sont des jeunes. Ce sont tout simplement pour les jeunes dans notre région, donc pour les garçons et pas pour les filles. Et ils viennent de l'Afrique du Nord. Et avec les éducateurs pardon, et les travailleurs sociaux, nous avons décidé, on va passer à la diapo suivante, oui. Donc, on a commencé ce projet Inside Out, ce qui représente, ce qui a une grande signification pour tout le monde. Ça veut dire inside, c'est-à-dire à l'intérieur, et outside, ça veut dire à l'extérieur, donc en dehors du centre de détention, mais même du point de vue émotionnel, parce qu'ils sont victimes de détresse, de stress, d'anxiété, par exemple, de peur. Et donc, on a cette vulnérabilité, on a des difficultés, on a de la détresse. Donc, elles doivent faire face à tout cela dans tout le travail en fait qu'ils font et même dans la vente des stupéfiants, de drogue par exemple, mais aussi donc ils font partie de cette maison de détention et parce que sont donc impliqués dans le cambriolage, sont des, par exemple, commettent des crimes concernant les stupéfiants, etc. Donc, on a l'exploitation de ce point de vue et puis on a la possibilité de travailler avec eux même à l'extérieur de la maison de détention. Nous avons ici les domaines de développement. Nous avons cette formation multi-agence conjointe avec tous ces acteurs, les services sociaux, les services criminels juvéniles, les foyers pour les mineurs, pour les éducateurs également. Donc, on a toutes ces possibilités, on a des situations très, très différentes parmi ces mineurs. Et puis, nous partageons également notre perspective avec eux et nous créons de bonnes pratiques. Yes, I'm so sorry to cut you, but maybe can you start to shorten the presentation so we have time to talk. Est-ce que afterwards? vous pouvez en fait raccourcir un petit peu la présentation parce qu'on a encore le débat après votre présentation? Je m'excuse, j'étais un peu trop longue. Nous avons donc les bonnes pratiques avec les travailleurs sociaux des centres donc, de criminalité juvénile. Nous faisons donc des bonnes pratiques pour les systèmes de renvoi avec ces mineurs parce que on peut revenir en arrière au profilage peut-être, oui, voilà, ici. OK, c'est bon. À l'intérieur de ces centres de détention, ces maisons de détention, on a plusieurs cas. On a des gens qui sont chargés de la justice sociale et du système de justice sociale. Et nous avons donc une partie de groupes qui sont en danger, en fait, et on a des mineurs qui ont été en fait détectés lorsqu'ils commettaient des crimes concernant les stupéfiants, les drogues. On a plusieurs pays d'origine, par exemple la Tunisie ou alors le Maroc.
ou alors même d'autres pays comme la Roumanie, etc. Ici, nous avons les renvois de cas. Concernant les nationalités, on a plusieurs nationalités. Vous les voyez ici. C'est quelque chose qui se réfère à l'année dernière. La plupart viennent de la Tunisie. Viennent de Tunisie. No. Alors, you can go on. Sorry. Voilà. C'est très difficile en fait. Hein? Je ne réussis pas à gérer la présentation moi-même. Donc, je vais demander à Barbara de montrer les diapos. Alors, concernant par exemple cela, donc ce que l'on voit, c'est la libération, en fait, la mise en liberté ou la sortie. La sortie, le moment où ces mineurs quittent les foyers est un moment de crise. Donc, c'est un moment de crise pour le mineur et pour l'adulte. Mais s'ils sont proches de l'âge de 18 ans, ils peuvent sortir sans la possibilité d'être assistés. Et sans un permis de résidence qui est fondamental. Donc, un permis de séjour, un titre de séjour. Dans notre cadre en Italie, nous avons la possibilité de délivrer un titre de séjour spécifique qui est celui-ci, c'est l'article 18, alinéa 6 de la loi 286 98, pardon. Et cela nous donne la possibilité de délivrer un titre de séjour à des mineurs ou à de jeunes adultes qui ont commis un crime quand ils étaient mineurs. Donc, nous commençons par cela parce que nous savions qu'il pouvait y avoir cette possibilité d'utiliser cela pour essayer de démarrer et de construire une sorte de relation de confiance avec les jeunes. Même s'ils n'ont pas de titre de séjour, la seule possibilité, c'est de revenir vers le réseau. Et donc, c'est la seule façon de quitter la structure, donc le foyer, sans devoir être à nouveau dans la rue ou alors impliqué dans des crimes, ce qui représente un problème